Salut à tous, salut à tous les camarades. Alors là, je vous jouerai comme d'habitude tout à l'heure en entier cette pièce. C'est une pièce qui s'appelle Le chant du berceau de Franz Liszt, dont je me sers souvent à chaque fois qu'on parle de la franc-maçonnerie, puisque je répète, il a été franc-maçon, mais il en a foutu le camp lui aussi. Et ça, c'est une pièce de la fin de sa vie, bien après qu'il ait quitté la franc-maçonnerie, alors qu'il était devenu prêtre. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode que j'ai fait sur Franz Liszt, vous pouvez vous y référer. Alors aujourd'hui, on continue sur la franc-maçonnerie, mais alors ça va être un petit peu différent. Je ne vais pas simplement vous raconter un scandale maçonnique ou autre. Je vais vous révéler les gestes, les codes secrets des francs-maçons. Je me suis dit, qu'est-ce qui peut les faire chier le plus? J'ai pensé à ça, je me suis dit que c'était pas mal. Alors, aujourd'hui, on poursuit donc la série sur le vrai visage de la franc-maçonnerie. Vous savez que tous les francs-maçons utilisent des codes secrets, des gestes, des mots de passe pour se reconnaître, se passer un message, demander de l'aide à un autre frère ou à une autre sœur, etc., etc. Et là, on est dans l'interdit total, quoi. Voilà, donc on est en plein dedans, c'est bien, ça leur fera les pieds. Et alors, n'hésitez pas à utiliser ça. Vous savez, de temps en temps, on rentre dans une brasserie, un truc, ça, puis on voit un type, on se dit, tiens, il a une gueule de franc-maçon, il y a un truc. C'est genre le petit Xavier Bertrand, c'est avec costume, cravate, machin. Vous pouvez vous amuser à lui faire le geste, vous verrez bien s'il est maçon, il va vous répondre, ça peut être drôle. De toute façon, ils ont que ce système, donc ça va foutre la merde, parce que personne ne pourra plus savoir si c'est un vrai ou un faux. Je pense que ça peut être drôle. Voilà, en tout cas, ça va vous intéresser sans doute de savoir comment ils se reconnaissent. Alors, pour savoir ça, déjà, avant de parler des codes et des mots de passe, il y a ce qu'on appelle la poignée de main. La poignée de main, parce que les francs-maçons ne se serrent pas la main normalement. Ou plus exactement, quand un franc-maçon est dans un endroit public, qu'il a en face de lui quelqu'un dont il pense qu'il est franc-maçon, ou dont il sait qu'il est franc-maçon, mais dont il n'est pas sûr que l'autre sache qu'il l'est lui-même, il va lui serrer la main d'une manière différente pour, évidemment, que l'autre lui réponde « Oui, oui, je suis bien franc-maçon ». Alors, je vais vous montrer ça un tout petit peu, vous allez voir, c'est intéressant. Donc, évidemment, si le franc-maçon se plante et fait ça à un type qui n'est pas franc-maçon, le type va croire qu'il est peut-être de la jaquette, parce que vous allez voir, c'est assez marrant. Donc, je vais vous montrer d'abord la poignée de main maçonnique. Voilà, donc imaginez, les types sont là dans un cocktail, etc. Il y en a un qui veut dire à l'autre « Bon, je suis franc-maçon, je crois que tu l'es aussi, est-ce que tu peux me répondre ?» Alors voilà, donc voilà la poignée de main. On se serre la main, le pouce... Alors, disons que c'est moi qui demande, là. C'est moi qui, voilà, je veux savoir si la personne à qui je serre la main est bien franc-maçonne et je lui dis que moi, je le suis. Voilà, une poignée de main qui paraît normale en apparence. Et puis, je pose mon pouce sur sa troisième phalange et j'exerce une rotation. Comme ça. Voilà. Et évidemment, s'il est maçon, il aura compris tout de suite. Et il va me répondre, s'il ne l'est pas, il va me prendre pour un PD. Bon, alors la deuxième chose, c'est la griffe. Alors la griffe, c'est réservé aux maîtres, parce que comme vous savez, dans la franc-maçonnerie, vous avez divers degrés. Alors la griffe, c'est quand, c'est exactement la même chose, mais simplement vous révélez à l'autre que vous êtes au moins maître ou au-dessus de maître. Alors c'est la même chose que la première, voilà, on commence pareil, pouce sur la troisième phalange, rotation, mais en même temps, l'index va légèrement griffer derrière le poignet du frère en question. Voilà, voilà. Voilà, ça a l'air tout con, c'est con d'ailleurs, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà, donc ça, il fallait déjà que je vous montre ça. Si vous voulez vous amuser en société, n'hésitez pas, ça peut être rigolo, parce que vous aurez sûrement, si vous avez un doute sur un type, il est peut-être franc-maçon, s'il a une gueule de franc-maçon, vous faites ça, vous allez voir qu'il va vraiment répondre, il va croire que vous l'êtes. C'est marrant, quoi. Voilà, alors maintenant, encore plus incroyable, vous allez croire que je me fous de vous, mais je vous jure que c'est vrai, c'est un truc qui marche encore, ça a l'air d'une blague tellement c'est impensable, mais ça s'appelle l'appel de détresse. Alors, je prends un exemple très clair. Un frère qui a des problèmes avec la justice, c'est-à-dire un frère, quoi. Mais les problèmes avec la justice s'arrêtent très très vite en général. Pourquoi? Parce qu'il y a l'appel de détresse. Alors, dites-vous que le mec, il a volé des millions dans la caisse de l'État, ou il a violé des gosses, ou je sais pas quoi. Enfin, il est vraiment dans la merde. Donc là, il est quand même devant un tribunal. Mais il lui reste un joker. Comme il sait qu'en face de lui, le juge ou la juge est franc-maçon, franc-maçonne, etc., il a le signe de détresse. Alors là, accrochez-vous, le signe de détresse, c'est quoi? Alors disons que je suis l'accusé, le franc-maçon qui est accusé de je sais quoi, etc. Alors le signe de détresse, vous êtes assis comme ça, vous mettez le pied droit en avant, les bras en arrière, et vous dites les yeux au ciel, à moi les enfants de la veuve. Alors vous allez me dire,
c'est n'importe quoi. Oui, c'est n'importe quoi, mais ça marche comme ça depuis des siècles et ça s'est vu dans des tribunaux. Voilà. Donc, vous êtes dans la merde. À moi, les enfants de la veuve. C'est un truc vachement discret. Bon, tout ce qui peut se passer, c'est que les gens qui connaissent pas se disent, bon, bah, mec, il est barré, quoi. Mais ça marche. Et je vous assure qu'encore jusqu'à aujourd'hui, si un frère, même dans un tribunal, fait ce que je viens de faire, si le juge est franc-maçon, il sera dans l'obligation de l'aider. Voilà. Ça a l'air tout con, mais c'est comme ça que ça marche. Alors, maintenant, je vais vous montrer en loge comment ça se passe, les signes, ce qu'on appelle les signes à l'ordre. C'est-à-dire que quand on est dans une loge maçonnique, alors je me lève à nouveau, voilà, on est dans cette position-là, et selon le degré qu'on a, on doit faire un salut qui est différent, évidemment, selon qu'on est apprenti, compagnon ou maître. Alors, quand on est apprenti, c'est le signe d'égorgement, c'est-à-dire si je trahis la franc-maçonnerie, etc., etc. Alors, le compagnon, pardon, l'apprenti, c'est ça. Voilà, ça c'est le signe de l'apprenti. Je le refais une fois. Voilà. Le compagnon, c'est ici. C'est au milieu du corps. Et alors le maître, c'est moins sympathique, parce que c'est un autre chakra, c'est... Voilà, ça s'est vu d'ailleurs. Il y avait un Italien qui s'était fait couper les couilles et... Bon, bref, pardon. Voilà les trois signes. Et alors, je signale qu'après, en entrée de loge, après avoir fait ça, tous les maçons du monde le font, c'est ça. Hein, on fait ça. Ensuite, à l'ordre, mes frères, et tous les frères dans le monde entier font ça. Hein, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que, bien qu'ils aient fait assez chier Dieudo surtout, vous vous êtes rendu compte qu'à l'époque de la quenelle, bon, tous les politiques ont gueulé, mais que les maçons ont fermé leur gueule, en tout cas officiellement, parce qu'aller justifier que le signe de la quenelle était un signe nazi ou au contraire d'un signe, bref, peu importe, alors que tous les frères et toutes les sœurs du monde entier qui sont dans la maçonnerie font ça à chaque entrée, à chaque sortie de loge, c'est vrai que là, ils ont été un petit peu discrets à juste titre. Voilà. Alors maintenant, les principaux mots de passe des principaux degrés. Si un frère, donc après la poignée de main dont on a parlé tout à l'heure, veut savoir quelque chose de vous, c'est est-ce que vous êtes apprenti, compagnon ou maître, alors figurez-vous que vous lui répondrez, si vous êtes apprenti, j'ai 3 ans. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Si vous êtes compagnon, vous lui répondrez, j'ai 5 ans. Et si vous êtes maître, vous lui répondrez, j'ai 7 ans et plus. C'est-à-dire, je suis au moins maître. Voilà, c'est comme ça que les maçons se reconnaissent dans le monde entier. Alors maintenant, je vais vous donner quelques termes maçonniques très importants que vous avez peut-être entendus sans vous en rendre compte. Alors, il y a un terme très important, il pleut. Alors évidemment, si vous entendez quelqu'un dans un groupe comme ça dire « il pleut » et que vous voyez qu'il fait un beau soleil, c'est un franc-maçon. Ça veut dire nous sommes actuellement en présence d'au moins une personne qui n'est pas franc-maçon, donc on ne s'exprime surtout pas ouvertement et on donne le change. Voilà, il pleut. Quand vous voyez un groupe et que tout d'un coup quelqu'un dit « il pleut » et qu'en fait il pleut pas, ça veut dire tous les francs-maçons qui sont là, fermez-la parce qu'on est entendu, mais on n'est pas 100% entre nous. Voilà. Alors, le terme Gadlu, grand architecte de l'univers, Gadlu, c'est la manière dont les francs-maçons parlent, enfin, l'immense majorité des obédiences maçonniques, c'est la manière dont ils parlent, non pas de Dieu, puisque comme vous le savez, Dieu, la plupart, ça, de toute façon, c'est interdit même de prononcer le mot Dieu en loge, mais de ce que les maçons appellent le principe créateur actif. Et même ce concept du Gadlu, la lettre G qui est à l'intérieur de l'étoile flamboyante, la plupart des loges étant devenues de plus en plus super athéistes, enfin elles l'étaient déjà, mais au fil du temps, même au Grand Orient de France, ils ont interdit même le concept du grand architecte de l'univers parce que ça pouvait laisser faire croire à certains qu'on parlait de Dieu, c'est vous dire où on est. Voilà. Alors, il y a aussi un autre terme très très utilisé par les maçons qui s'appelle les enfants de la veuve. Quand on dit les enfants de la veuve, ça veut dire les francs-maçons. Quand on parle des enfants de la veuve, on parle de... voilà, c'est très ésotérique, mais les francs-maçons sont les enfants de la veuve. C'est un terme général, générique, qui désigne tous les maçons dans le monde. Alors ensuite, il y a un terme à retenir aussi, c'est ce qu'on appelle les grades de vengeance.
Alors, qu'est-ce que c'est les grades de vengeance? Vous savez que la franc-maçonnerie est constituée avec des degrés et des grades, j'ai déjà dit souvent. Les grades de vengeance, je vais me contenter de citer la définition officielle du dictionnaire de la franc-maçonnerie aux éditions Presse universitaire de France. Je me couvre, parce que là, plus officiel, tu meurs, c'est Presse universitaire de France. Grade de vengeance se dit essentiellement des divers grades d'élus dans lesquels il s'agit de venger la mort d'Hiram assassiné par 3 mauvais compagnons et du grade de grand élu chevalier Kadosh dans lequel il s'agit de venger la mort de Jacques de Molay. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Jacques de Molay, c'était le dernier grand maître des Templiers qui a été brûlé vif par Philippe le Bel et la troupe. Là. Voilà. Voilà, donc ça vous donne déjà une petite initiation. C'est pas une initiation maçonnique, surtout rentrez pas là-dedans, mais c'est bien de savoir un peu ça. Alors maintenant, je vais vous révéler les noms. Alors là, je prends ce livre que j'ai écrit il y a plusieurs années, le nom des 33 grades de la franc-maçonnerie, puisqu'il y en a 33, même si on peut, comme je l'ai dit, passer du 14e au 18e, du 18e au 30e, mais il y a quand même 33 grades effectifs, je vais vous en donner les noms. Donc le premier, c'est apprenti, on le sait. Le deuxième, c'est compagnon. Le troisième, maître. Le quatrième, maître secret. Le cinquième, maître parfait. Le sixième, secrétaire intime. Rigolez pas, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire, secrétaire intime, c'est un peu bon, bref. Septième, juge et prévôt. Le huitième, intendant des bâtiments. Le 9e degré, maître élu des 9. Le 10e degré, illustre élu des 15. Le 11e degré, sublime chevalier élu. Là, on commence déjà. Voilà. Le 12e, grand maître architecte. Le 13e, chevalier de Royal Arch. Ça, c'est un grade qui vient de la maçonnerie anglaise. Le 13e degré, donc chevalier de Royal Arch, je l'ai dit. Le 14e, grand élu de la voûte sacrée ou sublime maçon. Là, on sent qu'on commence à... 15e degré, chevalier d'Orient ou chevalier de l'épée. 16e degré, prince de Jérusalem. On ne sait pas très bien Jérusalem, comment il faut le comprendre. Enfin, c'est pas un degré pro-palestinien, je crois. Enfin, de toute façon, les gens qui arrivent à ce degré-là ne savent pas encore vraiment où ça va. On leur dit. D'ailleurs, j'ai jamais entendu un maçon qui arrive à un degré intermédiaire dire « Mais au fait, pourquoi on m'appelle comme ça ?» Jamais. Donc, c'est bizarre quand même. Bon. Donc 17e degré, chevalier d'Orient ou d'Occident. 18e degré, chevalier Rose-Croix. Rose-Croix, ça n'a rien à voir avec les véritables Rose-Croix. C'est un degré qui a été créé par les jésuites. Voilà. 19e degré, sublime écossais ou grand pontife de la Jérusalem céleste. Jérusalem céleste, voilà. 20e degré, souverain prince de la maçonnerie. 21e degré, c'est là que ça commence à sacrément puer du cul, mais grave, c'est le Noachite. Voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, allez chercher, vous allez voir. Donc 21e degré, le Noachite ou chevalier prussien. On ne sait pas très bien pourquoi ils ont rajouté chevalier prussien, mais enfin, le noachisme, on sait ce que c'est. Bon. Voilà, et c'est là que ça commence, effectivement. 21e degré, c'est la 3e série. On a de 1 à 11, ensuite de 12 à 21, de 21 à 31, et les 2 derniers degrés, j'ai dit, sont des degrés administratifs. Alors, 22e degré, chevalier de Royal H ou prince du Liban. Prince du Liban, j'imagine, si c'est les princes du Liban comme ça qui ont arrangé le pays comme aujourd'hui, c'est ça d'ailleurs, c'est pas compliqué, c'est prince du Liban, voilà. 23e degré, chef du tabernacle. 24e degré, prince du tabernacle. 25e degré, chevalier du serpent d'airain. 26e degré, écossais trinitaire ou prince de Merci. 27e degré, grand commandeur du temple. On ne sait pas si c'est quel temple, enfin si on sait, évidemment c'est le temple de Salomon. Mais là, à ce moment-là, on commence quand même à le sentir. Bon. 28e degré, chevalier du soleil. 29e degré, grand écossais de Saint-André d'Écosse, patriarche des croisades. Et puis 30e degré, le fameux chevalier Kadosh, chevalier de l'aigle blanc et noir. Oui, parce que c'est l'aigle bicéphale. Enfin, c'est aussi un emblème de la Russie. Mais bon. Alors, et ensuite, au-dessus du chevalier Kadosh, je l'ai déjà dit, il n'y a rien.
ou plus exactement, les 3 degrés qui suivent sont des degrés en fait plus administratifs, et puis ils gèrent le fric. C'est important aussi, mais vraiment l'initiation maléfique, c'est celle du 30e degré, chevalier Kadosh. Ensuite, donc 31, c'est grand inspecteur, inquisiteur, commandeur. 32e degré, prince du royal secret. Et 33e degré, c'est souverain, grand inspecteur général. Et ce sont les 33e degrés, enfin en tout cas certains qui sont choisis parmi les 33e degrés, qui s'occupent des pépettes, c'est-à-dire qui s'occupent de gérer, parce que c'est quand même un business. Vous imaginez le nombre de frères qu'il y a. C'est quand même des capitations, donc c'est eux qui savent où va l'argent. Hein. Croyez surtout pas qu'un frère, même du 18e degré, sera ce qui est fait avec l'argent des capitations et tout ce que ça rapporte. Donc voilà, c'était la petite initiation du jour. Moi, je vous souhaite de bien vous amuser avec ça. Je vous dis, faites le test un jour, je trouve que c'est très rigolo. Si vous avez un doute ou vous voyez un mec qui a un peu la gueule de Xavier Bertrand, c'est un peu ces types-là, vous pouvez essayer, serrez-lui la main, vous allez voir, ça peut être rigolo. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission.